Hop, et voilà. Bonjour à tous. Donc, écoutez, désolé pour le petit incident de tout à l'heure. Je ne savais pas que mon micro était allumé. J'étais justement en train d'allumer et de voir si les participants étaient bien là. Et effectivement, nous avons bien les participants au webinaire. Donc, ce que je vous propose, c'est que l'on commence ce webinaire à l'heure sur la partie APC. Donc, on a appelé ce webinaire euh, hop, ici, voilà. Automated Process Control, quand l'intelligence artificielle s'intègre aux outils de pilotage des machines-outils. En fait, l'objectif de ce webinaire est de vous présenter en fait, le concept d'Automated Process Control, ce que c'est, quels sont les, qu'est-ce qu'il y a dessous ce concept, comment ça participe à piloter les machines-outils et surtout quelles sont les dernières avancées et en particulier comment on est capable aujourd'hui d'utiliser l'intelligence artificielle pour piloter des machines-outils. Donc voilà. Alors, quelques détails pratiques pour ce webinaire. Donc, vous allez pouvoir poser des questions. Donc, en fait, toutes les questions que vous allez pouvoir poser, il y a un petit onglet normalement qui apparaît en haut à droite. C'est une flèche orange. Et donc, si vous cliquez sur la flèche orange, en fait, il y a de nombreuses options qui vont s'ouvrir, dont une option de poser des questions. Et donc, vous pourrez poser des questions. Ce que je vais faire, c'est que je vais dérouler ma présentation et ensuite, dans 20-25 minutes, je répondrai à l'ensemble de vos questions. Voilà. Alors, tout d'abord, revenons au basique. Donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin de piloter des process? Alors, je reviens un peu à la base, donc c'est le design for Six Sigma, c'est-à-dire pourquoi on fait des produits, pourquoi on a des outils de production, c'est pour répondre à un besoin du client. Donc, on a un besoin du client et on doit répondre à ce qu'on appelle un job to be done dans le jargon design for Six Sigma. Et tout l'objet en fait de la conception, ça va être de transformer ce besoin client en besoin fonctionnel, c'est-à-dire un besoin client et je veux que ce soit étanche. Le besoin fonctionnel, on va le transformer en je veux que mon produit tienne pendant 1 heure sous 1 mètre d'eau. Voilà. Ensuite, comment on va construire le fait que le produit tient 1 heure sous 1 mètre de paramètre d'eau? Donc, on va designer le produit, donc c'est-à-dire qu'on va lui rajouter des joints, des jeux, et pour que, lorsque ça s'assemble, le produit puisse résister à l'eau. Et enfin, il va falloir produire ces joints, ces pièces. Et en fait, on va être dans la partie process. Nous, on va s'intéresser vraiment dans cette partie qu'aux deux derniers onglets qui sont le design parameter et le process parameter. Donc, jusqu'à présent, en fait, ce qu'on avait pour pouvoir piloter les process, c'était la MSP. Et ce que je vais vous montrer, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire et on peut utiliser l'APC. Alors, comment ça fonctionne? Toujours, on va revenir un petit peu au basique. Lorsqu'on a un process, en fait, on a des paramètres de design. Et donc, les concepteurs nous ont dit il faut faire un produit qui fait une dimension de 10, donc 10 mm. Et l'objectif, ça va être non pas de viser à côté, mais de viser pile poil sur la cible. Alors, ça, c'est quelque chose qui est assez vieux, c'est-à-dire que ce concept-là, on peut remonter déjà à Schwartz dans les années 1930, qui a fait le premier principe de pilotage statistique des process. Son concept était assez simple, c'est-à-dire que supposons que l'on a un process qui a une certaine dispersion, il est normal d'avoir des pièces qui se trouvent dans l'ensemble de cette dispersion. Par contre, si un jour on trouve une pièce qui sort en fait de cette dispersion naturelle, on va pouvoir en déduire que le process a certainement dérivé, et donc il faut agir sur le process, c'est-à-dire le régler. Donc voilà, donc ça c'est le principe de Schwartz, principe qu'on utilise dans la MSP en utilisant des cartes de contrôle. Donc les cartes de contrôle, on limite la dispersion. Tant qu'on est dans la limite, on ne fait rien. Dès qu'on sort des limites, on doit recentrer. Donc voilà. Malheureusement, ça marche bien quand on est sur des réglages simples, mais aujourd'hui, les réglages sont de plus en plus complexes. Donc, je vous ai mis une pièce ici, une pièce qui n'est pas si compliquée que ça, parce que vous ne voyez qu'elle a qu'une dizaine de cotes, un peu plus, 12 cotes, A, B, C, D, E, F, et les diamètres.
Voilà, maintenant il faut piloter chacune de ces caractéristiques et prenons l'exemple de la cote B. Donc ici, la cote B, elle est définie entre cette surface rouge qui est usinée par l'outil rouge et cette surface qui est usinée par l'outil violet, donc l'outil numéro 4. Imaginons que la cote B est mauvaise et qu'il faille la corriger. Ben, on va se dire, OK, il suffit de bouger le correcteur qui joue sur B. Oui, mais là, c'est pas si simple, hein, parce que si on touche sur B, par le correcteur violet, on va aussi modifier la cote F. Et si on vient toucher B par l'outil rouge, on va aussi modifier les cotes C et D, et par définition la cote A, puisque c'est le même outil qui fait ces deux surfaces. Et donc, en fait, les réglages ne sont pas aussi simples qu'on voulait bien le croire quand on faisait de la MSP. Alors, comment est-ce qu'on fait pour fonctionner? Donc, on a des pièces qui sont beaucoup plus complexes que celles que je vous ai présentées jusqu'à présent. Et donc, les régleurs, ils vont produire une pièce. Puis, une fois qu'ils ont produit ces pièces, ils vont la mesurer. Donc, de cette mesure, on s'en sort à peu près avec une vingtaine ou une cinquantaine, voire 300-400 cotes pour les pièces les plus complexes que l'on travaille en ce moment. Et le régleur, il doit partir de ces centaines de cotes pour en déduire environ une cinquantaine de corrections appliquées à la machine. Oui, mais voilà, le régleur, il est comme vous et moi, c'est un humain. Et donc, il ne s'est pas passé d'une centaine d'informations pour en déduire quelles sont les 50 informations qui vont être nécessaires à la machine. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, d'abord, il va produire une pièce, puis la mesurer, puis faire quelques corrections, puis en reproduire une, la remesurer, etc., jusqu'à ce qu'il tombe juste. Donc voilà. Donc ça, c'est la manière de faire actuelle, mais vous comprenez que c'est pas la bonne. Pourquoi? Parce que ça peut aboutir à ce genre de situation. Donc ça, c'est une situation réelle que j'avais constatée dans l'horlogerie. Je venais de former en fait mon équipe à l'AMSP et je leur avais dit, c'est très simple. Vous êtes dans le vert, vous ne réglez pas. Vous êtes dans le jaune, vous réglez. Et 3 semaines après, lorsque je fais mon audit, je vois un des régleurs qui est ici dans le jaune et je lui dis, bah, pourquoi est-ce que tu n'as pas réglé? Puisque la règle était pourtant simple. Vert, on corrige pas, jaune, on corrige. Et là, il me dit, ben justement, si je corrige cette cote, la cote d'après, eh ben en fait, elle va être mauvaise. Donc moi, je préfère rester dans les tolérances. Et tant que je suis dans les tolérances, tout va bien. Donc ça, effectivement, ça aboutit à une qualité, comme vous le voyez sur l'histogramme de droite, qui n'est pas complètement optimale. Or, aujourd'hui, une production qui était tolérable hier ben, ne l'est plus forcément aujourd'hui. C'est-à-dire que nos clients, ils nous demandent de plus en plus d'avoir des bons indicateurs qualité, PP, etc. Et donc, on ne peut plus laisser d'être juste dans les tolérances. Il faut être mieux que ça, il faut être centré. Donc, voilà. Donc, si l'on souhaite piloter en fait des process, ça va nous amener à plusieurs enjeux. Donc, il y a un premier enjeu que je viens de citer, ça va être de maîtriser la qualité des process. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus laisser des process dériver. C'est-à-dire que si on les pilote manuellement, ben on va avoir une qualité qui sera moyenne. Et donc, ce que l'on veut, c'est être capable d'empêcher les dérives du process pour obtenir une bonne qualité. Donc, premier objectif, être capable de maîtriser la capacité sur le long terme. Ensuite, si on veut bien maîtriser un process, il faut donc voilà, maîtriser la variabilité. Et si on veut bien maîtriser un process, il faut être capable de le traiter dans un environnement multidimensionnel. C'est-à-dire que c'est bien joli de vouloir d'être capable de piloter une cote, mais c'est pas la réalité. La réalité, c'est plusieurs dizaines de caractéristiques qui sont mêlées les unes avec les autres, et on doit être capable de piloter dans un espace à multidimensions. Donc ça, c'est l'enjeu numéro 2. C'est-à-dire être capable de gérer des pièces complexes et un espace multidimensionnel. Et enfin, je vais rajouter un troisième enjeu qui est de s'intégrer au monde numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entend parler de toute l'industrie 4.0, tout ce qui arrive autour de l'industrie du futur, etc. Il faut se placer là-dedans, puisque effectivement, l'industrie du futur sera numérique, et donc il faut être capable de tout numériser. Sachant qu'aujourd'hui, en fait, tout est numérique déjà, puisque la pièce qui est conçue, elle a déjà un plan qui est numérique, elle est en 3D, CAO, elle est numérique. Les mesures que l'on va réaliser, en général, sont des mesures numériques. Et enfin, les machines sont des machines 3D, des machines CN, c'est en général numérique, donc on est capable de tout intégrer ensemble. Donc voilà.
Donc l'APC, en fait, elle se place dans ce contexte-là dans lequel on essaye de maîtriser les process, des procédés complexes en allant plus loin que le SPC, et l'objectif est de répondre aux 3 enjeux. Donc, qu'est-ce qu'un process qui répond à l'Automated Process Control? Donc déjà, ça va être de répondre aux 3 enjeux. Donc, le premier doit être capable de piloter des pièces complexes. C'est-à-dire, on est dans un environnement qui est tout à fait multidimensionnel, éventuellement non linéaire. Bon, la plupart du temps, c'est linéaire. Mais on doit être capable de piloter des pièces complexes. 2, on doit apprendre de ses propres corrections. C'est-à-dire que une fois que l'on a été capable de piloter, on doit être capable de s'améliorer et d'améliorer le pilotage au fur et à mesure des corrections. Donc ça, c'est le deuxième point qui fait qu'un process est de l'Automated Process Control. Et enfin, le troisième point, c'est qu'il s'intègre parfaitement dans la chaîne numérique et d'être capable de limiter les interventions à une validation humaine. C'est-à-dire que si un régleur doit intervenir dans cette chaîne, il doit valider les corrections, et si éventuellement il ne les valide pas, il est capable de les modifier, mais uniquement des validations. Alors, de là, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura plus de régleurs demain, puisque là, on est en train juste de parler de correction de machine-outil, mais on n'est pas en train de parler de maintenance, ni de gestion d'outils, ni de gestion de l'usure, mais uniquement de correction au quotidien. Donc, le régleur a toute sa place, et nous reviendrons dessus à la fin de cet exposé. Alors, comment ça marche? Donc, pour vous expliquer comment ça marche dans l'Automated Process Control, je dois vous expliquer en premier lieu comment est-ce qu'on est capable de régler une pièce dans le multidimensionnel. Donc, on a un exemple ici avec 3 codes. Donc, le premier, c'est la cote A. Voilà. Ensuite, on a la cote B et la cote C. La cote A doit être un nominal de 10, la cote B un nominal de 3 et la cote C un nominal de 4. Pour l'exemple, cette pièce, elle est faite par 3 outils. Donc j'ai un outil qui vient faire cette face-là, un autre outil qui vient faire cette face-là, et enfin un outil qui vient faire cette face-ci. Donc, ce que je vous propose, c'est d'être capable d'arriver à corriger la pièce. Alors, comment est-ce qu'on corrige la pièce? En fait, on a ici des correcteurs d'outils. Le correcteur d'outils, ça consiste à quoi? Ça consiste à être capable de bouger, en fait, la surface qui va être usinée. Soit on va aller plus moins profond. D'accord? Donc, on peut aller plus profond, moins profond de 1 ou 2 dixièmes. Et voici la mesure qui a été faite. Donc, vous voyez que la cote A est mauvaise, donc on a une cote de 10,2. La cote B est bonne, a une cote de 3. Et la cote C est elle aussi mauvaise, donc enfin pas tout à fait centrée, elle a une cote de 3,9. Ce que je vous propose comme petit exercice, donc vous pouvez me répondre en utilisant... Voilà, donc je vais pouvoir voir vos réponses. Ça va être de me dire quelles seraient les corrections que vous pourriez apporter à cette pièce pour que toutes les cotes soient dans le nominal. Alors, pour avoir les questions, c'est en haut à droite. Hein, je vous rappelle, c'est la petite, il faut toucher sur la petite flèche orange, enfin blanche sur un fond orange. Vous cliquez sur cette flèche-là et ça va vous faire apparaître un onglet questions dans lequel vous allez pouvoir poser vos questions. Ah, alors, il y a une première réponse, hop là, qui nous dit que faut bouger le C2 de plus 0,1 et le C3 de moins 0,2. Alors ça, c'est effectivement ce qu'on pourrait imaginer de simple, mais c'est pas aussi simple. Bon, les autres, a priori, veulent pas se mouiller, j'ai pas beaucoup d'autres réponses. Donc, merci à d'autres. À une autre réponse, on dit on bouge que C2 et C3. Hop là. Donc voilà. Alors il y en a un autre qui dit qu'il faut faire la matrice. Effectivement, on peut faire ça. Donc,
En fait, l'idée, c'est d'être capable de piloter tout ça. En fait, les codes sont interconnectés. On ne va pas juste bouger C3 et C2. Pourquoi? Parce que si on bouge, si on essaye de ramener la cote A, donc on essaye de ramener la cote A, hop, donc je fais moins 0,2. Ce qui va se passer, c'est que la surface ici de l'outil 3, elle va bouger. Et donc, la cote C, qui est actuellement mesurée à 3,9, elle va passer à 3,7. Donc, au lieu de corriger C2 de plus 1, en fait, il va falloir la bouger de moins 3. C'est-à-dire que la faire bouger de 3 dixièmes par ici, parce qu'en fait, elle est trop petite et il va falloir la rendre plus grande, quoi, aller venir jusqu'ici. Mais si on bouge C2 de moins 0,3, en fait, la cote B ici va être mauvaise, puisque de 3, on va passer à 2,7. Donc, il faut également bouger l'outil C1. En fait, toute la difficulté, elle vient de là. C'est-à-dire que quand je vous parlais d'espace multidimensionnel, c'est qu'on ne peut pas assigner une cote à une correction. C'est pas aussi simple que ça dans la réalité. Et tous les essais qui essayent d'assigner une cote à une correction n'arrivent pas à piloter correctement une pièce. En fait, il faut prendre le problème dans son ensemble, et c'est ce qu'essaye de faire l'APC. D'accord? Alors, comment ça marche? Alors, dans l'APC, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de dire, quand je prends un correcteur, qu'est-ce qui va se passer sur les cotes? Alors, prenons ce premier correcteur. Donc là, ici, on a le correcteur C1. Si je bouge le correcteur C1, vous voyez que ça ne va pas toucher la cote A, ni toucher la cote C. Ça va uniquement avoir de l'influence sur la cote C. Et même, ce que l'on peut dire, c'est que si je le bouge dans le sens de la flèche, ça va réduire B. Et donc, ce que je dis, c'est que quand je touche C1, je réduis B. Ensuite, je vais le faire pour l'autre correcteur. Si je touche le correcteur C2, vous voyez que je ne touche toujours pas A. Par contre, si je le bouge dans le sens de la flèche, je vais augmenter B et je vais diminuer C. Et enfin, pour le correcteur C3, vous voyez que cette fois-ci, lui, ne touchera pas B. Par contre, qu'est-ce qu'il va faire? Si je le bouge dans le sens de la flèche, il va augmenter A et augmenter C. Donc, c'est exactement ce que l'on va faire lorsqu'on va faire de l'APC. Donc, je vais revenir ici, hop, sur un petit exemple. Voilà. Alors, j'ai des fenêtres qui s'affichent un peu partout pour vous montrer en fait comment ça se passe sur cet exemple-là. Une pièce basique qui n'a que 3 cotes et 3 correcteurs. Donc voilà, les cotes A, B, C, donc voilà les 3 cotes, et les 3 correcteurs. Ce que j'ai fait, je suis allé dans table pour indiquer, en fait, quand je bouge le correcteur T1, ça a bien un impact sur la cote B, ça la diminue. Quand je bouge T2, ça augmente B. Quand je bouge T3, ça augmente C. J'avais construit avec vous à l'instant. L'avantage de l'Automated Process Control, c'est que si je viens de configurer cette valeur-là et que je rentre en fait les valeurs de correction, je suis capable de calculer directement en fait les corrections qui sont associées. Et là, vous allez me dire, oui, mais ça ne correspond pas exactement à ce qu'on avait dit. Parce que ce que l'on avait dit, c'était que le correcteur 1 devait bouger de 3, le correcteur 2 devait bouger de moins 0,3 et le correcteur 3 devait bouger de moins 0,2. Et là, on n'a pas exactement ça. Alors ça, je vais vous montrer juste comment on le fait. C'est à cause de la pondération de réglage et de l'apprentissage de l'outil. Parce qu'en fait, si je lui enlève la pondération et son apprentissage, il me donne bien les cotes qui nous permettent de recentrer. Mais si je lui dis attention, utilise ton apprentissage, il va me donner des cotes, des corrections qui sont différentes. Alors, il faut que je vous explique pourquoi. Revenons un petit peu à notre diaporama. Donc voilà, donc ça c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Et je vais revenir à notre diaporama et à nous revenir à pourquoi est-ce que l'on est capable de faire mieux que du SPC. Quand on parle de SPC, en fait, on a dit il y a une certaine dispersion. Voilà, et à partir de cette dispersion, je vais mettre des limites de contrôle. Tant que je suis dans les limites, je ne corrige pas. Quand je suis hors des limites, je corrige. Et voilà, mon process, il est un petit peu dérivé. Et bon, à la plupart du temps, je vais avoir des pièces qui sont dans les limites de contrôle, donc je ne vais pas le corriger. Mais par exemple, une fois, hop,
je vais avoir une pièce qui va se trouver hors des limites naturelles. Donc je vais me dire, bon, bah, je vais corriger. Et voilà. Et si je corrige, qu'est-ce qui va se passer? Bah, je vais me retrouver ici. Et puis après, je vais me retrouver là. Et donc, ce qui va se passer, en fait, c'est qu'avec le SPC, il y a une certaine instabilité qui existe à l'intérieur des limites de contrôle, parce qu'en fait, je ne sais pas régler moins que la valeur de mes limites de contrôle. Je ne sais pas régler plus fin que ça. Donc, en fait, à l'intérieur de mes limites de contrôle, j'ai forcément une instabilité. Donc, on a essayé de faire un peu mieux que le SPC. Donc, c'est pour ça que on a inventé l'Engineering Process Control. C'est-à-dire qu'au lieu de régler bêtement en fonction de je suis dans ou hors des limites de contrôle, je vais mettre une règle un petit peu plus compliquée qui ressemble en fait aux règles proportionnelles intégrales, donc PI. Voilà. Et donc, ce que l'on voit, c'est que si l'on applique ce type de règle, eh ben, je suis capable d'améliorer très nettement en fait l'instabilité que j'ai sur mon process. Oui, voilà, ça, c'est pas encore l'optimal. Et donc, c'est là où on a travaillé avec l'Automated Process Control, où dans lequel, en fait, on va pas seulement avoir quelque chose qui soit proportionnel intégral, mais avoir, en fait, une fonction, donc qui dépend de l'écart, du nombre de valeurs que l'on a, d'accord, et qui utilise donc un algo de machine learning pour pouvoir améliorer son efficience au cours du temps. Et vous voyez qu'en fait, d'un écart type de 1,26, on passe à un écart type de 1,13. Donc on a gagné en termes de dérive, et on est capable d'être encore plus efficace qu'un algorithme de type proportionnel intégral. Donc voilà. Donc ça, en fait, ça c'est pour vous montrer en fait l'intérêt de cette approche, d'être capable d'utiliser en fait les points pour piloter au mieux la dérive du process. Et c'est pour minimiser en fait la dispersion du process sur le long terme. Donc ça, c'est la deuxième partie de l'automatic process control, c'est-à-dire on est capable de piloter dans un espace multidimensionnel et on est aussi capable de, de limiter la dispersion du process. Voilà. Donc, ça, c'est d'autres process qui a une capacité en utilisant
dans la PC, ils disent que vous n'avez plus de son. Voilà, hop, baisse le son. Voilà, bon, normalement, a priori, le son est revenu. Bon, désolé. Voilà, on a changé un petit peu de truc. Merci d'avoir prévenu. Donc, je vais revenir un petit peu avant. Je suppose que c'est sur cette slide-là que vous avez perdu, que je vous avais perdu. Donc, je vais revenir juste à partir de là. Voilà. Et donc, l'idée, en fait, c'était de partir sur le SPC, la différence sur l'APC, et qu'est-ce que l'on est capable de faire complètement avec l'APC. Donc, en fait, aujourd'hui, on a des pièces ici qui sont des pièces complexes, donc dans lesquelles, en fait, on va les mesurer souvent en 3D, et on va mesurer, en fait, énormément d'écarts. Donc, 20 000 écarts. De ces 20 000 écarts, on va les transformer en spécifications. Donc 50 spécifications qui vont nous permettre, donc ici ce sont les cotes, par exemple des diamètres, des longueurs, qui vont nous permettre de faire les réglages. Donc ici les 10 réglages qui vont répondre à ça. Or, vous voyez qu'ici, en fait, il y a une perte d'informations. C'est-à-dire qu'on a perdu ici une partie des informations. Donc là, une partie des spécifications quand on part de 20 000 écarts à 50 spécifications pour régler. Donc une perte d'informations. Est-ce que l'on ne pourrait pas directement régler à partir des 20 000 écarts, l'objectif n'étant plus de régler pour avoir une pièce conforme, mais pour avoir la meilleure pièce possible? Alors c'est un peu étrange, mais en fait, si on a la meilleure pièce possible, qu'est-ce que ça fait? C'est que si la pièce est bonne, ben, de toute façon, on a la meilleure pièce possible, et si elle n'est pas bonne, c'est pas un problème de réglage, mais en fait, c'est que c'est un problème de capacité.
Donc, il faut plutôt travailler sur la machine et pas forcément sur le réglage. Maintenant, à quoi ça sert l'APC dans ce cas-là? C'est que, imaginons qu'on ait une pièce comme ça et qu'on ait veille à côté. On va lui donner des hauteurs, des profondeurs, des longueurs, des angles, des positions, des localisations, des diamètres, voilà, des spécifications géométriques. Et donc, en fait, on va donner énormément d'informations sur cette pièce-là et on va complexifier, en fait, la tolérancement. Et si on a une pièce comme ça, comment est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va juste lui dire, hop, une tolérance de forme et on va se satisfaire d'une tolérance de forme. C'est-à-dire qu'une pièce complexe, on va la tolérancer simplement, une pièce simple, on va la tolérancer de manière complexe. C'est assez contre-intuitif, mais c'est ce qui se passe. Et l'idée, en fait, c'est de se dire, ne pourrait-on pas directement, en fait, piloter une tolérance de forme? Parce que pourquoi est-ce qu'on ne fait pas tout le temps des tolérances de forme? C'est qu'ici, c'est très, très complexe à piloter. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de piloter ce genre de choses simplement. En général, on va transformer, on va essayer d'avoir quelques cotes sur cette pièce-là pour la piloter. Mais aujourd'hui, en fait, qu'on a de l'APC, on n'est plus obligé de piloter avec des cotes. Mais en fait, on peut être capable de piloter directement avec des surfaces, ce qui nous permet de traiter des pièces qui sont beaucoup plus complexes et avec des formes beaucoup plus compliquées que ce que l'on faisait jusqu'à présent, parce qu'il n'est plus nécessaire d'avoir des cotes pour piloter, on peut directement piloter à partir des surfaces. Et donc, ce qui fait que l'on s'intègre encore plus dans la chaîne 3D, puisque l'on part de la CAO et on vient piloter directement à partir de la CAO. Alors enfin, il reste un dernier point à voir, c'est l'impact sur les collaborateurs. Puisque une question que j'ai souvent, pas tout le temps, mais souvent, c'est quel est l'avenir du régleur dans l'APC? En fait, aujourd'hui, le régleur, il pense que son métier, c'est de régler. En fait, ce n'est pas vrai. Son métier, c'est peut-être de régler, mais pas de calculer les réglages qui vont aller. Pour ça, on a besoin d'une calculatrice, et une calculatrice, ça va très bien. Le métier du régleur, en fait, c'est de comprendre comment fonctionne la machine, d'être capable d'anticiper ses dérives, d'anticiper les casse-outils, de savoir quand il y a un problème de vibration, quand il y a un problème de maleron, et tout ça, c'est son métier. Et aujourd'hui, il n'y a aucun algorithme de machine learning qui ne sait le faire. Et donc, les régleurs, en fait, gardent toute leur place, mais changent un peu de métier. Pour conclure, l'APC, en fait, permet de répondre aux 3 enjeux de la maîtrise des process, qui est de maîtriser la variabilité, de le maîtriser dans des espaces qui sont multidimensionnels, et enfin de s'intégrer dans la chaîne numérique, de s'intégrer complètement. Donc voilà, donc j'espère qu'avec cette présentation, j'ai répondu à votre question de qu'est-ce qu'était l'APC. Maintenant, je vous laisse poser des questions. Je vais prendre vos questions et y répondre, puisque c'est là tout l'intérêt du webinaire, c'est être capable de pouvoir répondre à vos questions. Et tout de suite, veuillez m'excuser pour le problème de son que l'on a eu. Alors, une question donc de Bruno qui dit « Maurice Pillet est-il le gourou de l'APC ?» Oui, la réponse est clairement oui. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, Maurice Pillet, c'est mon père. En fait, l'APC, c'est une dérive au départ, le pilotage inertiel. Donc, au départ, c'était du pilotage inertiel et on a dérivé ça en Automated Process Control en y intégrant à la fois des nouveaux algorithmes et des nouvelles compétences, dont par exemple le machine learning. Ensuite, une autre question qui concerne la démarche projet. Comment est-ce que l'on intègre l'APC, je suppose? Quelles sont les ressources pour le mettre en place? Donc, en fait, pour intégrer l'APC, je vais revenir à quelques slides auparavant. En fait, intégrer l'APC, ça consiste donc à former très simplement les collaborateurs à être capables de faire ceci sur une pièce. C'est-à-dire, on prend une pièce, on prend un plan de la pièce, et ensuite, on vient dessiner, exactement comme je le fais sur cette slide, le parcours de chaque outil.
Une fois que vous avez le parcours de chaque outil, il est extrêmement simple de dire, quand je bouge cet outil, ça va augmenter la cote B et diminuer la cote C. Et donc, on vient paramétrer l'APC comme ceci. Donc, en général, ça prend 1 minute par cote. Donc, par exemple, si vous avez des pièces qui ont 50 cotes, on arrive à le faire en 50 minutes. Donc, c'est à peu près le temps nécessaire pour paramétrer une pièce. Et vous voyez que c'est très largement inférieur au temps de réglage, puisqu'en général, une pièce qui a 50 cotes, le temps de réglage est plutôt de l'ordre de la demi-journée plutôt que de l'ordre de l'heure. Donc, en fait, le temps de paramétrage est compensé par un gain de temps de réglage que l'on fait. Mais clairement, ça nécessite des ressources. Et il faut se poser la question de quelles ressources vont être capables de faire ça. La manière que l'on procède pour le mettre en place, c'est en général de commencer par une machine. On fait une machine, on montre comment que ça fonctionne, et puis ensuite, petit à petit, on vient diffuser la culture de l'APC. Alors ensuite, une autre question donc de Pascal. Que fait exactement le machine learning? Alors le machine learning, alors c'est complexe de répondre comme ça sans avoir de slides, mais en fait ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient adapter la correction. C'est-à-dire qu'au départ, l'outil vient proposer une première correction que l'on applique directement, parce que sans machine learning, il faut bien que l'outil puisse corriger. Donc, qui corrige déjà bien. Et ensuite, le machine learning, lui, il va apprendre des corrections. C'est-à-dire que quand on a fait une correction, on a une mesure ensuite. La mesure, elle va plus ou moins être centrée. On va essayer d'apprendre, savoir quelle est la meilleure correction, comment je peux adapter cette correction pour que la mesure, elle soit la mesure suivante soit de plus en plus centrée. Donc, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, mais sinon, il faut poser des questions un peu plus détaillées, peut-être si j'y arriverai. Donc voilà. Ou sinon, on peut savoir par mail pour que j'en discute. Ensuite, comment est intégré le paramètre humain pour la mesure dimensionnelle? Alors, peut-on s'en passer? Alors, en fait, c'est très simple. C'est que quand on fait des mesures dimensionnelles, en fait, on ne sait pas si le problème de la mauvaise mesure, c'est un problème de mesure ou un problème de capacité. Et donc, on vient intégrer ça à un problème de capacité de la machine. Et donc ça, on l'intègre totalement, puisque de toute façon, toutes les machines ont une certaine variabilité. Donc, c'est quelque chose qui est pris en compte comme étant partie de la variabilité de la machine. Donc, c'est juste ça augmente artificiellement la variabilité de la machine. Ensuite, une autre question. Avez-vous un exemple concret pour piloter des outils à partir d'une surface? EliSetting peut chercher des fichiers 3D. Oui, tout à fait. Sauf que quand j'ai fait l'exemple tout à l'heure, en fait, mon exemple ne marchait pas. Et donc, je n'ai pas d'exemple là sous la main, mais ce que je pourrais faire, c'est vous envoyer une vidéo où ça marche, puisqu'en fait, l'exemple que j'ai testé juste avant ne collait pas. Donc, je m'excuse pour ça. Donc, voilà. Enfin, est-ce que les défauts de géométrie matrix ne sont plus un problème avec cette logique de correction? Alors, ça dépend de quelle géométrie on parle. C'est-à-dire que si on parle de purement origine pièce, origine machine, origine de posage, oui, il n'y a aucun problème. Après, si on parle d'une géométrie machine, c'est-à-dire que le point de rotation n'est pas exactement là où on pense, si on parle d'un problème de mal rond, là, c'est plus vrai. Parce que ça reste toujours des choses qui se règlent manuellement et on n'est pas capable de les régler en automatique. Ensuite, une autre question, quelles industries utilisent l'APC? Alors aujourd'hui, à peu près toutes, c'est-à-dire que plus ou moins de manière forte, ça dépend dans quelles industries on est allé. Par exemple, le décolletage et l'industrie horlogerie l'utilisent beaucoup. Ça, c'est parce qu'on est localisé près d'Annecy et les industries qu'on retrouve le plus proche, c'est plutôt des industries de décolletage et d'horlogerie. Mais notre plus ancien client est plutôt un client automobile qui fait des carters de voitures. Carter de boîte de vitesse pour différentes marques de voitures. Donc ça, c'est notre plus ancien client, c'est celui qui l'utilise le plus et qui l'a déployé dans toutes ses usines au monde. Donc c'est le client Eurocast. Et enfin, on travaille aussi avec d'autres clients dans l'aéronautique, dans le médical. Donc c'est assez varié. Ensuite, une autre question. Combien d'entrées X sont possibles sur l'APC?
Alors là, avec notre cher ami, donc un ami que j'ai qui est Lucas, qui est allemand, il nous a battu notre record avec 1600x. Donc voilà. Donc si vous avez moins de 1600x, vous pouvez utiliser l'APC. Alors le calcul est un peu long, hein, là, il prend à peu près 5-10 minutes pour faire le calcul, mais ça se fait. Il n'y a pas de problème. Pouvez-vous intégrer la capacité du moyen de mesure à la démarche? Alors oui, on peut l'intégrer, mais en fait ça a assez peu d'intérêt, ça n'améliore pas beaucoup la qualité du réglage. Donc il faudrait qu'on discute de l'intérêt de le faire, mais quand on l'a fait, en fait, on n'a pas vu de beaucoup d'intérêt, puisque de toute façon, pour améliorer la qualité de la mesure, la seule chose qu'on peut faire, c'est mesurer plusieurs pièces, mais ça ne fait pas gagner grand-chose. Alors, si on a une machine complexe de transfert avec mesure intégrée pour une pièce donnée, peut-on faire une intégration de votre module en dynamique ou à ce jour, on a toujours l'humain entre les deux éléments mesure-réglage? Non, on sait le faire en dynamique. Donc, on sait absolument le faire en dynamique. On n'a pas besoin forcément de l'humain. En général, on garde toujours l'humain au départ pour valider, parce que vu que c'est un changement assez drastique dans les corrections, les régleurs aiment bien garder un peu toujours la main, donc on garde toujours une validation humaine, mais elle n'est pas forcément nécessaire, puisqu'il y a toujours des pare-feux, c'est-à-dire que si une correction est trop importante, le système il se bloque et prévient l'humain qu'il ne peut pas faire la correction tout seul. Donc il n'y a aucun problème. Ensuite, une question de Pascal Lantieri. La méthode d'apprentissage converge-t-elle toujours? Alors, la réponse est oui, parce que en fait, on le force à converger, et s'il ne converge pas, en fait, on lui fait réapprendre et on réutilise en fait le module de base, puisqu'en fait, notre module de base corrige déjà très bien. Et donc, en fait, on vérifie qu'il y a une amélioration, et s'il n'y a pas une amélioration du process, on revient à notre process initial, et donc au pire, c'est notre process initial qui corrige très bien. Donc ça marche. Ensuite, une autre question. Le transfert des mesures du régleur est-il automatisable? La compatibilité est-elle limitée à certains appareils de mesure? Non. Alors, la réponse est automatisable, oui. Donc, est-ce qu'on est capable d'automatiser les mesures du régleur? Oui, ça, on est capable de lire n'importe quel type de fichier. Donc, c'est tout simplement parce que toutes les machines de mesure, aujourd'hui, sont capables de transmettre des fichiers texte. Et donc, à minima, en fait, un système est capable de faire des fichiers texte. Et ensuite, ça, c'est une autre réflexion que j'ai eue récemment sur LinkedIn, qui était en fait quel est l'avenir du software et quel est l'avenir de l'industrie. Pour moi, l'avenir de l'industrie se consiste à avoir des logiciels qui sont capables de travailler entre eux. Et donc ça, c'est la raison pour laquelle en fait tous les logiciels qui, à mon avis, seront capables vont faire l'avenir, c'est des logiciels qui ont une bonne API. Donc nous, entre autres, on a essayé de construire une bonne API pour que, en fait, n'importe quelle personne puisse utiliser notre système de manière automatique. Donc, on n'est pas limité à certains types d'appareils. Une autre question. Donc, une fois les matrices éditées et les passerelles mises en place pour l'import des données mesurées et le transfert des correcteurs en automatique, je vais quand même avoir besoin de moins de régleurs. En général, non, parce qu'en fait, vous êtes déjà bien occupé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les régleurs, ils ne font pas tout leur boulot. Ça, c'est plutôt un avis personnel et de ce que j'ai constaté en le faisant, c'est qu'en général, en fait, les régleurs ont besoin de plus de temps pour pouvoir s'occuper de leurs machines, s'occuper de leurs outils. Et en fait, il y a plein de problèmes machines qui sont cachés aujourd'hui par des calculs des bidouillages de correction. Et donc, en fait, en utilisant l'APC, les gens, ils sont occupés à plus s'occuper des machines, et donc on a de réduire les problèmes machines. Donc en général, le nombre de régleurs reste à peu près le même. Donc voilà, ça c'est un constat, c'est ce que l'on a constaté à l'utilisation. Ensuite, pour la communication entre les modules et les CNC, utilisez-vous Ethercat? Non, en fait, on utilise donc c'est un de nos partenaires qui est ICAM, qui a son protocole de communication et qui sait l'envoyer et qui sait même utiliser d'autres protocoles de communication qui ne sont pas à lui.
Alors là, je ne saurais pas vous répondre personnellement sur tous les protocoles, mais on a un partenaire qui est très bon là-dessus et qui sait le faire. Et puis sinon, d'autres partenaires peuvent le faire. Comme je vous l'ai dit, nous, on utilise une API. Et donc, si vous voulez directement utiliser notre API pour pouvoir communiquer avec un partenaire qui est le vôtre, ben, nous, on sait faire. L'accompagnement des règleurs me paraît une étape essentielle dans le déploiement de la démarche. La réponse est très clairement oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, les règleurs sont la ressource clé. Et aujourd'hui, il faut surtout les prendre en compte et être capable de répondre à leurs doléances. Et entre autres, la première des doléances, ça va être on est en train de me piquer une partie de mon job. Donc, ça va être de les accompagner, de les monter en compétences pour qu'ils soient capables eux-mêmes d'éditer les matrices pour leur dire on ne prend pas une partie de votre job, on est en train de le transformer, mais regardez, ce qu'on transforme, on vous le donne parce qu'on vous reconnaît en tant que bon régleur. Il y a plein de manières différentes d'accompagner ce changement-là, mais ce changement est clé, puisque s'il n'est pas bien accompagné, en fait, c'est ce qui va faire que la démarche ne se plante. Ensuite, une autre question d'Andrés. Quel est le gain de temps au niveau du réglage selon vos constats avec vos clients? Avez-vous de la résistance au changement? Alors, je vais répondre à la deuxième question. Avez-vous de la résistance au changement? Plus maintenant. En fait, aujourd'hui, on arrive très très bien à accompagner les régleurs. Et vu qu'on met les régleurs directement dans l'APC, en fait, ils se rendent assez vite compte que c'est une aide et ça les ennuie pas. Sachant que le point clé que je vous ai dit, mentionné avant, c'est qu'on n'a pas besoin de moins de régleurs. C'est-à-dire qu'on transforme leur job, mais en fait, ils ont toujours autant de jobs et ça, ils s'en rendent compte assez rapidement. Et donc, si on accompagne bien le changement dès le début, on n'a pas de problème de résistance. Ensuite, quel est le gain de temps au niveau du réglage? Ça, tout dépend. Au départ, le gain de temps est assez réduit parce qu'il faut construire les matrices en même temps que construire la configuration en même temps qu'on construit, qu'on fait le réglage. Donc on a une gain de temps de peut-être 10 à 20%, mais pas mieux. Et ensuite, une fois que les pièces sont éditées et qu'elles reviennent en production, là le gain de temps est vraiment significatif parce que la règle générale c'est une journée de réglage et là on arrive à passer à moins d'une demi-journée de réglage. Ensuite, chez nos clients dans lesquels on a le plus de gains, c'est des clients avec des pièces très complexes qui les faisaient en 2 semaines, et 2 semaines de réglage, et aujourd'hui on arrive à le faire en un peu plus d'une demi-journée. Donc c'est des gains de temps qui sont très conséquents, mais ça dépend de quels sont vos temps de réglage, et les gains sont à la fois qualité et temps de réglage. Combien de temps prévoir pour le projet? Combien d'interventions sur site? En fait, c'est très simple. Pour le projet, il va se passer en général sur 1 an pour être capable de le déployer. Mais avant de le déployer, ce qu'il faut, c'est d'abord qu'on arrive à convaincre tout le monde. Et donc, pour le faire, en fait, ce qu'on fait, c'est que nous, on intervient 2 jours sur le site, dans lequel, en fait, on vient former tout le monde pour que les gens ils puissent voir déjà que ça marche sur leur pièce et qu'ils voient comment ça marche. Ensuite, l'idée, c'est de laisser les gens utiliser le soft une fois qu'ils ont compris comment ça marche sur leur pièce pour qu'ils s'habituent à voir comment le soft il fonctionne et qu'ils voient que ça marche non seulement sur la pièce qu'on a fait ensemble, mais aussi sur d'autres pièces. Et une fois qu'on a fait ça, en général, ça prend 3 mois. Ben là, on revient et puis on discute de comment on fait la démarche. Ensuite, à partir de là, la moitié des clients préfèrent continuer tout seuls parce qu'ils ont bien compris comment ça marchait et ils le font eux-mêmes. Et l'autre moitié des clients préfèrent que l'on intervienne. Et en général, c'est des interventions qui sont sporadiques dans lesquelles on vient une fois tous les 2 ou 3 mois pour aider à mettre ça en place. Donc voilà. Mais pour avoir un projet qui tienne bien la route, c'est environ 1 an pour le faire, sachant que c'est pas 1 an à temps complet, mais c'est 1 an de travail dans lequel on commence petit et puis ensuite on s'agrandit. Alors ensuite, c'est une remarque de Julien qui dit que nous menons une phase pilote depuis 1 mois et mes régleurs sont enchantés. Merci Julien d'expliquer ça et de donner
de donner un avis concret donc à la question de comment ça se passait au niveau des régleurs. Mais comme je vous ai dit, voilà, en fait, les régleurs, il faut bien les accompagner dès le début. Et en général, ils comprennent que c'est vraiment une aide et c'est pas quelque chose qui va les déranger. Ensuite, une autre question, si on a des pièces qui reviennent souvent et que l'on veut lier notre ERP à votre système, quelle extension utilisez-vous pour l'enregistrement des paramètres CSV, TXT. Alors la réponse est de base, c'est CSV, mais la réponse plus complexe, c'est on a une API. Et donc en fait, le mieux dans ce cas-là, c'est de faire quelque chose qui soit personnalisé par votre propre service informatique. Donc c'est-à-dire que nous, on vient donner les clés de comment est-ce qu'ils se connectent avec notre système. En général, ils savent se connecter déjà avec votre ERP. Et donc, il faut qu'ils construisent des liens entre notre système et votre ERP. Et donc ça, si vous avez des bons informaticiens, ils savent le faire. Si vous avez des moyens informaticiens, éventuellement, nous, on sait le faire. Et si vous ne voulez pas passer par là, ben, ce sera du CSV ou du TXT, effectivement. Mais c'est le mieux, si on veut avoir quelque chose qui soit vraiment tout intégré, c'est d'utiliser les API, parce que c'est le plus fiable. Donc voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont là? A priori, j'ai répondu à toutes les questions que j'avais. Ah, une dernière question. Si les correcteurs de code ont des capacités différentes, est-il possible d'en tenir compte dans le choix de diverses corrections? Oui, tout à fait. Donc ça, on est capable de l'intégrer. En fait, on intègre donc dans la capacité de chacune des cotes. On intègre la capacité du réglage et d'autant plus qu'avec le machine learning, en fait, on vient apprendre et donc ça fait partie des choses que le système apprend. C'est de savoir en fait quelle est la variabilité qu'il a sur une cote pour ne pas forcément trop se recentrer si une cote est très variable ou vice-versa. Donc voilà. Eh ben écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me transmettre un mail. Alors normalement vous avez le mail de Camille qui a organisé le webinar, mais vous pouvez lui répondre. Elle me transmettra vos questions directement. Merci d'avoir participé à ce webinar et je vous dis à très bientôt. À minima pour un prochain webinar ou si d'autres, on pourra en discuter plus en détail. Merci à vous. Au revoir.